Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Dans cet épisode, j'accueille Venance pour parler d'un sujet essentiel, la préparation physique et la récupération dans la danse. Comment mieux comprendre son corps pour améliorer ses performances? Quels outils peuvent nous aider à mieux récupérer après avoir dansé toute la nuit? Venance nous partage plusieurs outils pour prendre soin de notre bien-être physique et mental, aussi bien sur la piste que dans la vie de tous les jours. C'est à Paris que nous nous sommes retrouvés pour cette discussion. Alors toi aussi, installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Venance. Bonjour Manon. Avant qu'on commence, est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît? Oui, bonne question dès le début comme ça, t'es pas gentil. Hein. Je m'appelle Venance, je suis un grand passionné de salsa. Passion parce que ça n'a jamais été mon activité principale, hein. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, ou a pensé à un moment. Je suis ingénieur en électronique, je travaille dans l'automobile, dans le système de sécurité, la voiture. Et la salsa a pris beaucoup de place dans ma vie. Beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est monté très vite depuis que j'ai commencé à mes premiers cours en cubaine par l'ENA, dans une association à Bois-Colombes en 2002. Wow. Ça fait 22 ans. Puis c'est monté en flèche jusqu'à un groupe de danse jusqu'en 2018. Et fait la présentation en chant en 2018 avec Palamambo. Et puis... c'est la dernière, c'était au PISC, c'est c'était ça? au PISC, voilà, au PISC 2018. On a décidé avec Christelle d'arrêter là après plusieurs années. J'étais rempli d'émotions ce jour-là. Et depuis, j'ai au fur et à mesure, parce que je donnais aussi des cours de salsa régulièrement de la différence entre droit à voix et d'autres endroits à Paris. Et au fur et à mesure, progressivement, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je n'ai plus d'activité de cours ou de chorégraphie salsa. Mais voilà. Donc, très gros passionné de salsa. Alors, souvent, quand on pose la question, je me souviens à l'époque, j'aimais bien dire professeur de danse, chorégraphe, danseur, tu vois, tous ces titres ronflants-là et tout ça, là, parce qu'il y a toujours eu une envie de se positionner par rapport au reste et tout, et de se vendre aussi, certainement, quoi. Aujourd'hui, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu dis alors aujourd'hui? Je dis passionné de salsa. Passionné de salsa. Voilà, j'ai du mal à dire autre chose parce que finalement, c'est plus mon activité. Je le fais plus pour le plaisir de danser, de rencontrer des amis. Et cette passion que j'ai pour cette danse-là qui ne s'arrête pas, j'ai l'impression que j'ai dû faire ça dans notre vie parce que c'est pas possible, quoi. Voilà, j'arrête une semaine, 2 semaines, et puis quand je retourne, je fais waouh, pourquoi j'ai arrêté aussi longtemps? Et à vrai dire, quand j'y pense, c'est drôle, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé la salsa, je n'ai jamais arrêté plus de 4 semaines. Jamais. C'est quand j'y pense. Ah, c'est pas rien, hein. Non. Et 4 semaines, ça a dû, c'est des vacances, je me souviens, je suis parti dans mon pays d'origine, le Congo, en vacances, pendant 4 semaines, voilà. C'est ça. Coupure. Voilà. Les autres coupures, c'est 1 semaine ou 2 semaines en vacances à des endroits où il n'y a pas forcément où j'avais envie d'arrêter totalement, quoi. Voilà. Sans parler du Covid. Je repense juste à ce que tu disais par rapport au fait que c'était pas ton activité principale. Est-ce que quand, avec Palamambo ou ces projets qui ont pris beaucoup de place à un moment donné, à ce moment-là, t'étais encore en pleine activité professionnelle? Ah oui, T'as jamais réduit Non. Au profit de la salsa? Non. Ouais, la question s'est posée. Ça a dû avoir une longue période quand même très chargée. Alors, je prends une année comme ça au hasard, en 2008 par exemple, quand j'avais un anniversaire ou un truc comme ça organisé avec des amis et tout, il fallait que je sois averti 3 mois à l'avance. Parce que tous les week-ends, j'ai un week-end familial, un week-end de gros entraînements éventuellement avec la troupe de danse, parce qu'à l'époque c'était Léon Boudas Compagnie, en 2005 et 2008. 1 ou 2 week-ends de festival en troupe, voilà. Et donc en fait, tous les mois, et comme tout s'enchaîne. Voilà, comme on était booké 6 mois, 1 an à l'avance, donc ça faisait que j'avais mon programme en tête sur 6 mois à l'avance. Plus dans la semaine, 2-3 cours dans la semaine, plus les entraînements avec la troupe de danse. C'est quand on est en troupe de danse, faut beaucoup s'entraîner parce que pour la synchro et toutes ces choses-là, et pour l'énergie du groupe, j'ai eu des périodes très intenses. Et heureusement que j'ai une spécialité dans mon domaine qui fait que je gère un peu mon temps de travail. Aujourd'hui, ensemble, on va parler conditions physiques, récupération. Oui. Pourquoi c'est important, toi, et comment tu es venu à t'intéresser à ça, à ces aspects-là? En fait, c'est important pour moi parce que quand j'étais ado, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait notamment du tennis. J'ai beaucoup de tennis et tout. Et puis ensuite, avec mes études supérieures, j'ai arrêté l'activité sportive. Je me suis mis plutôt aux études avec un petit peu de sport comme ça, mais sans plus et tout.
Et j'ai toujours été relativement fit. Et ensuite, quand j'ai commencé à danser la salsa, donc c'était vraiment de la distraction pour moi, Christelle m'a proposé d'intégrer Young Jazz Company qu'elle créée avec Calix en 2000, fin 2004. Donc j'ai intégré ça et en fait j'ai commencé à danser une salsa un peu différente parce que c'était de l'afro. Voilà, donc on a commencé par un premier show gladiator d'afro et c'était énergivore. Donc là ça m'a fait du sport en fait. Donc j'ai fait ça et en fait la danse, en plus la danse avec Christelle, on trouve que c'était très sport parce que fallait essayer d'arriver à son niveau. Donc fallait mettre de l'énergie. Voilà, c'était souvent le challenge ça, quelle que soit la chorégraphie. Et Christelle, elle le fait quasi sans effort et nous il fallait qu'on ramène derrière, il fallait qu'on fasse le nécessaire. Donc ça a été beaucoup de sport en fait finalement, beaucoup de danse et tout. C'était vraiment comme ça que se présentait la danse pour moi en chorégraphie. Donc il fallait mettre l'énergie et on sortait jamais ou quasiment jamais de scène avec le sourire en respirant en disant coucou. Non, tu sors comme ça de scène, ça veut dire que tu n'as rien donné. Voilà, pour nous c'était un principe de base. Le principe, c'est de sortir essoufflé, à bout de souffle. Voilà, c'est-à-dire sortir, avoir tout donné. Mais quand on dit tout donné, c'est pas avoir gardé un petit peu d'énergie pour pouvoir discuter un petit peu, parler du show. Non. C'est-à-dire, après le show, fallait avoir tout donné. Voilà. Donc et en plus, les shows étaient chorégraphiés, fait comme ça, et ça montait en puissance pour à la fin arriver en apothéose, et là, voilà. Donc c'était ça la plupart du temps. Et donc ça faisait une activité sportive. Donc j'ai fait ça pendant toutes ces années et en fait ça fait beaucoup de sport en réalité. Et quand on a arrêté en 2016, j'ai découvert la course à pied. Donc comme ça un petit peu avec les collègues au boulot et évidemment entre mecs, il y a un collègue qui dit un jour les gars, marathon de Paris 2018 cap ou pas cap. On a tous dit cap. Et ça s'est mal fini parce qu'on s'est tous retrouvés. Tu sais, tu dis cap et puis tu rentres chez toi, tu dis non, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai rigolé, tu vois, alors moi tu dis j'ai rigolé et tout. Et il dit on y va les gars, première séance d'entraînement. Et tu vois, tout le monde suit, tu dis je vais pas rester. Donc tu suis aussi avec tout le monde. Et donc c'est comme ça, on s'est entraîné, machin et tout. Et on a passé, c'était une très belle expérience. En fait, comme le marathon, c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire, et que c'est à ce moment-là ça se présentait et il fallait faire, la peur de ce truc immense, tout le monde pense immense, moi je ne le pense plus aujourd'hui, mais a fait qu'il fallait s'entraîner sérieusement. Voilà. Et en fait, cet entraînement a emmené une forme d'addiction à la course à pied. Et donc l'addiction à l'effort, au mental, à la volonté d'y aller toujours. Et en fait, cette combinaison-là de trucs m'a emmené donc au sport et à l'endurance. Et c'est là que je me suis rendu compte que la danse, avec ce que j'avais comme rythme, c'était un sport et il fallait, à long terme, entretenir quelque chose de physique. Donc l'endurance, voilà. Et en réalité, je vois beaucoup de monde, certains artistes, des grands noms comme, je sais pas, comme Fernando Souza, ou même comme Léon, comme Léon Rose aussi, ils sont là. Moi, quand j'ai commencé à danser en 2002, quand j'ai fait les premiers congrès en 2004, je voyais sur scène Léon Rose, je voyais sur scène Fernando Souza. Et aujourd'hui, 20 ans après, ils y sont toujours. Voilà. Et on voit qu'ils ont une condition physique, et ça demande de s'entretenir physiquement. Voilà. Et c'est là où je vois le rapport à la condition physique et tout. Tu t'y es intéressé au moment de préparer le marathon ou c'était déjà dans ta pratique avant? Je pense que c'était déjà dans ma pratique, mais pas de manière vraiment très consciente. D'accord. Voilà. Développer peut-être pas aussi approfondi. Voilà. Parce que la pratique de la course à pied m'a obligé à regarder tous les paramètres et donc à m'intéresser encore plus. Je m'intéressais déjà, mais à m'intéresser plus encore à la nutrition, à la capacité à tenir longtemps. Donc en fait, tout ça s'est combiné. Et donc, quand on regarde ces paramètres, il y a la respiration qui vient aussi. Ouais, on va en parler aussi. Voilà. Et finalement, là, cette passion pour la course, elle est arrivée aussi sur le moment où tu as arrêté la salsa, donc ça a fait un super relais. Exactement. J'imagine. Exactement, parce que ça, petit à petit, ça a pris beaucoup de place et ça prend beaucoup de place. Imagine par exemple, là je vise par exemple un marathon au mois d'avril, il me faut 3 mois de préparation. D'accord. Pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et du coup, 3 mois de préparation, c'est 4-5 sorties par semaine. Et ça, sur 3 mois. Donc ça demande... Ouais, ça te demande d'anticiper, encore une fois. Beaucoup de choses, anticiper un planning et préparer aux petits oignons tous les paramètres pour être au top de tout ça, quoi. Tu commençais à parler de la respiration. Oui. Du coup, on va commencer par ça. Est-ce que toi, tu travailles avec des techniques spécifiques de respiration? Alors, en fait, c'est drôle parce que il y a un paramètre qu'on appelle le VO2 max. C'est la capacité, en gros, en résumé, c'est la capacité de notre cage thoracique à assimiler de l'oxygène. En fait, ce paramètre-là, et d'ailleurs, j'ai vu ça dans des podcasts où on parle de longévité et tout, il y a un paramètre de longévité. C'est-à-dire qu'il y a des courbes qui montrent comment notre capacité à assimiler l'oxygène diminue
dans le temps. En fait, selon où on se trouve sur la courbe, ça prédit notre longévité. Et c'est ce qui est drôle, c'est que les gens, par exemple, qui ont subi une greffe des poumons, avec des poumons de sportifs, donc des poumons avec une plus grosse capacité d'assimilation d'oxygène, en fait, ils ont une longévité qui est autant augmentée, quel que soit le style de vie. Quel que soit le style de vie, la capacité à avoir un VO2 max le plus élevé prédit une plus grande longévité. Et donc c'est quelque chose qui s'entraîne. Et c'est quelque chose en plus qui s'entraîne, qui s'arrange. Voilà, qui s'arrange avec des exercices spécifiques. Et moi, je suis tombé un peu par hasard il y a plusieurs années, c'était en début 2019, sur la méthode Wim Hof. Sur Iceman, c'est le mec qui a tous les records de monde sur le froid. Le mec dans un bassin de glaçons avec de l'eau remplie jusqu'au niveau au-dessus des épaules, il y reste 2 heures. Ok. Voilà. Une immersion dans l'eau glacée. Une immersion dans un grand bol de glaçons avec de l'eau pour maintenir la température à 0 degré ou tout près de 0 degré. Le mec, il y reste 2 heures. Il survit à ça. Parce que il a développé une technique de respiration, un tas de choses comme ça, qu'il a appris de moines tibétains, du yoga notamment, et qui permet de pouvoir... Tu t'es formé à cette... Je ne suis pas formé, j'ai suivi des stages. D'accord. Des stages pour apprendre cette méthode-là. Pour me former à cette méthode-là de respiration. Donc, qui consiste à des inspirations, des expirations, etc. Avec des phases de rétention d'air. Et en fait, ces phases de rétention permettent de pouvoir habituer ton corps de plus en plus, tolérer des taux élevés de gaz carbonique. C'est ça qui fait la différence, en fait, dans la capacité à absorber de l'oxygène. C'est que, à un certain niveau de gaz carbonique dans le corps, ton corps déclenche des alertes. Voilà. Donc, notamment des signes de panique. Tu mets ton corps en stress. Tu mets ton corps en stress, il développe un stress. Dès qu'il atteint le niveau ultime, le cerveau fait un shutdown pour te faire t'évanouir et que le corps prenne le relais et que le système parasympathique en prenne le dessus et respire. Tu vois, donc c'est pour ça on peut pas s'étouffer tout seul. Pire, c'est qu'on perd connaissance et puis le corps respire derrière. Voilà. Et ça, c'est le niveau de gaz carbonique qui déclenche les différents seuils derrière. En fait, en travaillant avec des exercices de retention avec cela, en fait, on augmente la tolérance au gaz carbonique et on apprend au corps à fonctionner avec moins d'oxygène. D'accord. Voilà. Okay. Et donc ça, c'est un phénomène double comme ça. Donc si je comprends bien, donc c'est une technique de respiration avec donc des inspirations et des expirations entrecoupées de périodes d'apnée. Voilà. Qui petit à petit, en fait, tu viens baisser ton seuil, ou augmenter ton seuil, en tout cas. Exactement. Par rapport à la consommation qui est fonctionnelle. Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. Et donc ça baisse le seuil et ça apprend à ton corps à fonctionner avec moins d'oxygène. Avec des ressources minimales. Voilà. En fait, c'est un peu le travail que font souvent les athlètes quand ils vont travailler dans haute altitude. C'est-à-dire qu'ils vont dans des régions où à très haute altitude le taux d'oxygène est moins élevé. Du coup, le corps, quand il se trouve dans cette condition-là, il travaille avec moins d'oxygène et par conséquent, ce qu'il fait, c'est qu'il va produire plus de globules rouges pour pouvoir essayer de capter plus d'oxygène. Donc en fait, tu te surdoses internement. En fait, tu viens carrément jouer sur la physiologie du corps. Exactement. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il fait pour pouvoir tolérer des niveaux de gaz carbonique plus élevés en multipliant le nombre de globules rouges pour pouvoir capter le maximum d'oxygène disponible. Ok. Voilà. Et donc ça, cette technique-là, tu la pratiques, est-ce que c'est une pratique quotidienne? Est-ce que c'est sur des phases d'entraînement particulières? Quand j'ai commencé, je la pratiquais quotidiennement. Et maintenant, je la pratique plus en période d'entraînement par rapport à la préparation de compétition. Ouais. Je la pratique plus à ce moment-là. Mais en règle générale, ou alors quand je me sens dans une période un peu fatiguée, ou par exemple comme là on est en hiver et qu'il y a beaucoup de monde qui commence à tomber malade, il y a de la grippe par-ci, machin et tout ça là. Je sais que c'est une technique qui est très efficace pour lutter aussi contre les infections bactériennes et tout. Du coup, je la pratique aussi de mon côté régulièrement pour pouvoir augmenter aussi, parce qu'il faut savoir que il y a un scientifique qui le dit, la présence d'oxygène est l'absence de maladie. Voilà. Donc plus tu es capable de prendre d'oxygène, moins tu es susceptible de tomber malade. Voilà. Et quand tu pratiques, c'est combien de temps? C'est un quart d'heure. D'accord. Oui, c'est un quart d'heure. Donc c'est quelque chose qui s'intègre facilement, on va dire, dans une routine, dans un quotidien. C'est accessible en tout cas. Mais c'est accessible à tout le monde. Si on se donne les moyens de le mettre en place, on parle pas de 2 heures d'affilée. Non. Non, c'est accessible à tout le monde. Et dans la phase de rétention, il y a un côté méditatif aussi où on apprend à calmer son corps avec cela. Et puis c'est notamment comme ça que Wim Hof fait pour pouvoir aller ensuite dans des bains glacés. C'est-à-dire que dans cette phase-là, tu calmes ton système nerveux. Et en fait, ça te permet aussi de conditionner ton mental pour accomplir des choses qui te paraissaient. Parce qu'en fait, quand tu sors de ta séance de respiration, tout devient possible pour toi. Voilà. On te dit, l'eau est à 0 degré. Oui, et alors, j'y vais. Voilà. Chose que tu ne peux pas faire, tu n'aurais pas pu faire un quart d'heure plus tôt. Un quart d'heure plus tôt, tu mets le doigt, tu fais, oh putain, je vais mourir.
Et là, après, cet exercice de respiration, tu es tellement bien et zen que tu peux y aller. Et pour toi, là, ce type de technique, ou cette technique-là, en tout cas, elle pourrait être utile à tout danseur, on va dire, à tout venant, je sais pas comment dire, ou plus spécifiquement quand on prépare un show. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, c'est vrai que moi, je vois pas forcément la salsa que du côté du tout venant touriste. Alors moi, je vois bien la salsa parce que j'ai vécu du côté artistique et de la longévité dans le milieu. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt ce regard-là. Et moi, je pense que ça s'adresse plus, en fait, à des danseurs qui veulent en faire quelque chose à plus ou moins long terme. D'accord, plus sur un niveau plus intense, en fait. Voilà. Pour le monsieur lambda, je pense que ça peut être très très utile aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des stats qui disent que 95% des gens de plus de 30 ans ne feront plus jamais une course à pied. Voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont laisser l'activité sportive de côté à partir de certain âge. 30 ans, c'est jeune. Et pour 30 ans, c'est jeune. L'activité sportive de côté. Voilà. Il y a beaucoup de gens C'est jeune de manière générale, mais... Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus jamais s'exercer physiquement, sauf si ils ont un problème médical et qu'on leur dit, il va falloir se mettre. Donc, mentalement, il y a beaucoup de gens pour qui culturellement, l'effort, le sport, c'est plus possible. Voilà. Et, en fait, souvent, on dit, mais je fais de la salsa, je danse, donc ça va. D'accord. Sauf que, du coup, moi, j'ai le sentiment que si on associe, par exemple, des exercices respiratoires à de la danse, aussi, même si on en fait comme ça de temps en temps, c'est un plus qu'on rajoute à son activité. Oui, ça complète. Ça peut compléter aussi le côté sportif, les différents piliers nécessaires. Tu vois, il y a plusieurs, il y a 4-5 piliers pour la bonne santé, le sport, l'alimentation, la gestion du stress, la méditation, et toutes ces choses-là. Et donc, ça complète un peu le côté sport pour pouvoir arriver à quelque chose qui peut optimiser un peu la santé, quoi, voilà. Parce que je m'intéresse beaucoup aussi, ça c'est un hobby qui a pris beaucoup de place aussi, le métabolisme humain, la santé en général. Donc pour monsieur lambda, ça peut être utile aussi pour pouvoir optimiser sa santé, mais pour le danseur, plus général, en fait. Voilà. Mais pour un danseur qui en fait quelque chose de à plus ou moins semi ou pro, c'est quelque chose qui permet de tenir sur la durée et dans le temps, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que c'est une pratique, alors celle-ci ou d'autres pratiques de respiration, parce qu'il y a plusieurs techniques, mais qui est répandue justement parmi des artistes et performants ou pas tant que ça? J'en ai jamais parlé avec personne. Et je ne pense pas tant que ça, même si je pense que quelques-uns peut-être doivent avoir découvert des choses. De la petite expérience que j'ai pas trop le souvenir d'avoir vu, je sais pas, quelqu'un faire des exercices de respiration dans les loges, à mon niveau, mais tu vois, ça me paraît pas encore... Et tu vois, j'aime bien conseiller, par exemple, comme j'ai fait la dernière fois, là, on répète avec les filles, j'aime bien conseiller un exercice. Tout le monde connaît la respiration en carré, c'est-à-dire 4 inspirations, 4 temps en inspiration, 4 temps en apnée, 4 temps en expiration, 4 temps en apnée, etc. D'accord? On appelle ça la cohérence cardiaque. Tout le monde connaît ça. Quand on est en stress élevé, la respiration s'accélère et le cœur s'accélère. D'accord? Physiologiquement, ce qui se passe, c'est que la respiration, elle est écourtée. D'accord? Et du coup, le cœur, pour pouvoir compenser, parce qu'on a le stress dans la tête, et donc on commence à écourter sa respiration, et le cœur, pour pouvoir compenser ce petit apport d'oxygène trop bref, il accélère. Il accélère pourquoi? Parce qu'il va faire des échanges plus élevés dans le sang, et donc du coup il a besoin de faire ça. Voilà. Et ensuite on sent le cœur qui accélère, on se dit mais oui, voilà, donc j'ai raison d'avoir peur, et donc ça entretient le mental, et on rentre dans un cercle vicieux comme ça où tout s'enchaîne et on ne sait plus est-ce que c'était le cœur, est-ce que c'était la respiration. La cohérence cardiaque permet de pouvoir redescendre le niveau, donc la respiration devient plus équilibrée, et du coup le cœur dit tout va bien, donc il ralentit. Ouais, en fait le calme du corps envoie au cerveau le message que c'est ok, tout va bien. Okay. Voilà. Finalement tu peux déstresser. Ouais, exactement. Il y a une technique qui s'appelle le soupir physiologique, qui apparemment il y a des gens qui en parlent, notamment Andrew Huberman sur YouTube, on peut trouver ça, qui parle du soupir physiologique. En fait c'est une respiration, apparemment c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé, qui est le plus efficace et le plus immédiat. Ça s'appelle le soupir physiologique, ça consiste à faire une grande inspiration, de bloquer pendant 1 ou 2 secondes, de refaire une autre respiration par-dessus, jusqu'au bout, d'attendre un petit peu, 2-3 secondes, ensuite de faire une longue expiration. Voilà. Et de refaire ça 4-5 fois. Et immédiatement, le cœur, ça calme immédiatement. Et c'est quelque chose qui pourrait être très pratiqué, par exemple, avant d'aller sur scène. Oui, c'est le conseil que tu nous avais donné. Exactement. C'est quelque chose, tu le fais au moment où tu en as besoin, ça te calme tout de suite et tu y vas. Parce que ce stress-là qui monte avant d'aller sur scène, il peut parfois certaines personnes voir... Quand on dépasse un certain seuil, on est plus productif en fait. Plus productif. C'est bien d'avoir le coup de boost voilà. du stress, mais il ne faut pas que ce soit trop élevé. Exactement. Que ça fasse perdre
Exactement. Alors chacun sa technique, il y en a qui s'isolent avec un casque, il y en a qui vont faire quelques mouvements, il y en a qui vont faire des pompes, il y en a qui... chacun sa technique. Mais ça c'est une technique de respiration qui peut être pratiquée n'importe où, dans n'importe quelle condition, et qui marche super bien. Ça c'est un conseil que j'aime bien donner, et qui est facile, qui est très qui est facile. La respiration c'est un outil qui est trop chouette parce qu'on l'a tout le temps avec nous. En fait, on peut l'utiliser n'importe quand, de manière aussi plus ou moins discrète quand on est entouré. Souvent, c'est plus facile de faire un exercice de respiration que de faire 3 petits sauts. Enfin, socialement parlant, la respiration, c'est hyper facile, c'est magique. Et on l'a toujours avec nous. Non, c'est très facile. Et en plus, il y a un truc aussi par rapport au rythme cardiaque, c'est quand on inspire, comme on fait rentrer de l'oxygène, le cœur il accélère un petit peu pour pouvoir échanger plus de sang avec l'oxygène. Et en fait, quand on expire, le cœur ralentit. Donc il y a cette différence-là. Et c'est pour ça que dans ces exercices-là, la phase d'expiration elle est plus lente pour pouvoir ralentir le cœur et calmer le système parasympathique. Et c'est vachement efficace, quoi. Ça ne change rien à ce qu'on a à faire. Ça permet d'avoir peut-être aussi plus de clarté et aller vraiment franchement dans le but sans être parasité par la peur, par le stress, par des choses comme ça, quoi. Tu m'as dit que tu avais aussi des choses à dire sur la thérapie par le chaud et par le froid. Oui. De quoi il s'agit? De quoi on parle? Mais alors, justement, c'est dans cette histoire de longévité, dans une activité sportive assez, donc par exemple de la danse, dans une activité scénique à long terme. En fait, il y a des façons de faire. Alors, j'ai eu une discussion, je vais faire un petit aparté, j'ai eu une discussion avec Falco, c'était à Madrid l'année dernière, parce qu'il sait que je suis coureur runner, donc je fais des marathons et tout. Et donc, il voulait savoir, mais comment on fait un show sur scène, c'est 3-4 minutes, 5 minutes max, c'est rare d'avoir des shows aussi longs. Et quand il y a quelque chose de très dynamique et tout, ça demande d'avoir un cardio qui tienne la route. Et donc, il m'a parlé du fait de s'entraîner sur des choses comme ça, rapidement, et vite faire un peu de cardio. Et il m'a demandé ce que j'en pensais, c'était efficace. Mais en fait, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a, d'ailleurs, moi, je te parle de ça au lieu de te parler de... mais bon, bref, c'était pour parler du fait que il y a un besoin de pouvoir avoir des outils pour pouvoir tenir sur des efforts même courts, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, par rapport à la course à pied, l'idée que j'ai partagée, c'est en fait tout est utile. Faire du fractionné, donc des efforts comme ça pour pouvoir travailler le cœur, qu'il puisse tenir comme ça, mais il faut aussi faire un petit travail d'endurance, c'est-à-dire des courses, parce qu'il parle de courir rapidement, je dis non, il faut aussi qu'il enchaîne aussi avec des courses lentes, tranquilles, qui durent 1 heure, mais à un rythme très bas pour pouvoir maintenir le cœur à un niveau pas trop élevé, et pour travailler l'endurance, parce qu'il s'agit pas juste de te dire pendant les 5 minutes de cardio, mais il faut, à la fin, quand on en sort, on ait une capacité d'endurance qui fasse que tout va bien après cet effort. Donc il y a ces deux. Et en fait, la thérapie par le chaud et par le froid. Déjà par le froid, au niveau sportif, ça fait longtemps déjà que les sportifs ils prennent un bain froid pour pouvoir calmer. En fait, l'idée au départ, c'était de calmer le niveau d'inflammation, parce que on a fait de l'exercice, donc dû à l'effort physique. Dû à l'effort physique, voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte récemment que ça ne contribue qu'à 15% de la récupération du phénomène. D'accord. De froid après l'effort. Le froid, 15% ça va être calmé. Donc, qui est déjà pas mal. Qui est déjà pas mal. Mais en fait, l'autre partie, c'est que quand on a un choc de froid, le foie va produire ce qu'on appelle des protéines de choc de froid. Et ces protéines de choc, c'est comme des hormones, hein. C'est ce qui vont passer dans le sang et qui vont aider rapidement à la reconstitution musculaire, qui vont vraiment aider à reconstruire les muscles, les tissus, qui vont aider à reconstituer ceux qui sont dégradés, à éviter qu'il y en ait trop qui se dégradent et à construire de nouvelles matrices pour que le corps puisse récupérer un maximum. Voilà. Et en fait, le froid, il a vraiment cette capacité-là. Donc, quand tu parles de thérapie par froid, c'est vraiment les bains glacés, en fait, post-effort. Voilà. Pour la récupération. Pour la récupération. Voilà. Et la différence alors avec le chaud? Comment c'est intéressant le chaud? On s'est rendu compte aussi depuis, parce qu'en fait la science sur ces domaines-là évolue très rapidement, on s'est rendu compte il y a même pas 10-15 ans que le chaud avait le même phénomène. C'est-à-dire que le fait d'aller dans un sauna, ça fait produire, le foie va produire des protéines de choc de chaud. De la même manière. De la même manière, qui ont exactement. Pour les figures, c'est une bonne nouvelle. Oui, qui a exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'il va aider à la reconstitution des muscles, des tissus rapides. Et ça, c'est des pratiques quand on a un entraînement intensif. Oui. Qui doivent être faites après chaque entraînement. Comment ça marche? Oui, ça peut être fait. Ça peut être fait après chaque entraînement.
D'accord? Donc immédiatement ou quelques temps après, mais ça peut être aussi fait plus ou moins quotidiennement en dehors des entraînements parce que ça aide aussi à la récupération, à diminuer le niveau d'inflammation dans le corps. C'est des pratiques qui peuvent être faites aussi de manière courante. D'accord. Et du coup, par rapport au froid, au chaud, est-ce qu'il y a des équipements ou des choses que tu recommandes, toi, ou en tout cas qui sont accessibles pour chacun? Alors, bon, pour le froid, il y a différentes choses. Soit, moi, par exemple, ce que je fais à la sortie d'un marathon, je vais en chambre cryo. D'accord. C'est des chambres où tu passes 3 minutes à moins 110 ou 115 degrés. Et tu trouves ça dans quelle structure? Dans des centres qui font ça. Cryothérapie, en fait. Okay. Voilà. Donc, tu vas dans un centre de cryothérapie, tu fais ça. On peut te donner un exemple vraiment concret. Hein. La dernière fois que je l'ai fait, mon dernier marathon. En fait, on a fait un marathon, on était 5 collègues. Du boulot à le faire. Et tout au sorti du marathon, je suis parti avec un autre. On est partis tous les deux au centre de cryothérapie. On a passé le truc. Et en fait, j'arrive au centre en boitillant parce que tu sors du marathon, tu boitilles un petit peu, t'as mal partout, tu sais pas trop, il y a des muscles qui sont un peu conditionnés et tout. Tu essaies de descendre en squat, c'est juste impossible, c'est trop douloureux. Tu rentres dans la chambre, 3 minutes après, tu sors de là, tu fais ton squat. C'est aussi miraculeux que ça. Et c'était les marathons, ça reviendra les dimanches. Le lundi, on s'est retrouvés au boulot. Lui et moi, de tous, nous étions les seuls à avoir remis nos baskets pour aller refaire un petit run de décrassage de 5 km. Donc vraiment, ça, c'est une activité obligatoire. C'est le rendez-vous cryo voilà, après le marathon. Ah oui, pour moi, c'est obligatoire. Okay. Voilà. Il y a une autre chose que je fais aussi pour le froid, c'est le matin, régulièrement, autant que les exercices de respiration. Quand tu es dans une période comme ça où c'est un peu... Mais moi, je prends régulièrement une douche froide le matin. Ça permet de pouvoir déjà me réveiller, me sentir réveillé le matin et tout. Et puis il y a un tas de bénéfices, on peut trouver ça sur Internet, hein, avec augmentation de l'hormone de croissance, avec diminution du taux d'inflammation dans le corps et toutes ces choses-là. Et en plus, il y a un autre bénéfice dont on se rend pas compte forcément, c'est que quand on prend une douche froide comme ça rapidement, la douche froide c'est pas de rester se mettre à 10 minutes, non, c'est 2-3 minutes. D'accord. En plus, ça fait l'économie d'eau. J'imagine qu'on est moins tenté de rester. Voilà, on est moins tenté. Exactement. Et en fait, la mesure d'une calorie, parce qu'on parle de calories souvent, une calorie, ça équivaut à l'énergie qu'il faut pour pouvoir augmenter d'un degré 1 centimètre cube d'eau. Ça, c'est la mesure d'une calorie, scientifiquement. D'accord? Quand tu passes comme ça dans l'eau, ton corps prend cette charge et du coup, il se réchauffe de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que quand il fait ça, il produit de l'énergie pour pouvoir faire remonter ton corps à bonne température. En fait, c'est de la calorie. Donc, c'est un truc qui est très efficace aussi pour affermir la peau, mais aussi quand on en a besoin pour pouvoir perdre des calories. Voilà. Ça commence déjà sur cette étape-là. Ah oui. C'est impressionnant. Ça sert à beaucoup de choses, en fait. Ça sert à la peau, ça sert au poids, ça sert à l'hormone de croissance, ça sert au réveil, ça sert à l'humeur. Produit, en fait, dans le cerveau, ce qu'on appelle BDNF, Brain Derived Neurotropic, voilà, facteur de croissance. Et ce truc-là aussi, ça permet d'augmenter la humeur. Parce qu'en fait, tu rentres dans ce truc un peu contraignant, un peu difficile. Quand tu sors de là, le bien-être que ça te fait, ça fait monter toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour le froid, c'est facile. Okay. C'est facile à faire, on peut le faire. Hein. Oui. Quand c'est difficile, on fait une bonne, on passe un quart d'heure avant avec des exercices de respiration. Voilà. Et là, on est conditionné, et puis on peut aller dans l'eau. C'est beaucoup plus facile comme ça. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, et puis un jour, je n'avais pas le temps, je suis allé directement dans l'eau, puis je me suis dit, mais je peux le faire sans exercices de respiration. Maintenant, quand j'ai besoin, je vais directement sans exercice. Je suis habitué à ça. Voilà. Ça, c'est pour le froid. Et puis pour le chaud, un sauna, quand on peut, classique. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans les pays où ils font beaucoup de sauna, les statistiques de santé sont très bonnes au niveau de la longévité et tout. Voilà. Parce que pour eux, c'est une habitude. Mais en fait, scientifiquement, il est même prouvé que quand ils font des études, ils prennent des gens, ils leur font faire un groupe, une séance de sauna par semaine, l'autre 2 séances, l'autre 3 séances, 4 séances, et les résultats sont proportionnels au nombre de séances de sauna par semaine. C'est impressionnant, quoi. On est capable de mesurer les facteurs d'inflammation, tous ces paramètres-là, on voit que tous les paramètres vont vraiment s'améliorer avec un nombre croissant de séances de sauna. Et pour ça, si on n'a pas de sauna, il y a un truc qui existe depuis quelques années et qui est super bien, ce sont des couvertures chauffantes infrarouges. Parce que les saunas en salle, hein, c'est de la chaleur qui est directement projetée sur la peau, et donc le corps sent ça, et puis hop, il produit des protéines de choc. Mais le sauna infrarouge, il va produire la chaleur sous la peau. Et c'est le même résultat, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui est bien parce que... C'est une couverture, et tu t'enroules dedans. Tu t'enroules dedans,
tu vas faire une fermeture ou un truc comme ça, D'accord. et ça te choque. Donc tu peux décider d'y mettre soit un membre, soit tout le corps, soit tu laisses la tête à l'extérieur ou à l'intérieur, voilà. C'est beaucoup plus pratique. Et puis tu le ranges dans un coin, tu as le sauna chez toi 24 heures sur 24. Il y a des choses à faire à la maison. Ah oui, il y a des choses à faire à la maison. Et ça, pareil, faire ça, la chaleur, le corps, il va essayer de te remettre à température, parce que si tu peux monter jusqu'à 80 degrés, mais il va produire des calories. Il va chauffer, il va te faire extraire des toxines, donc tu vas suer, tu peux perdre du poids, et puis ça va te faire une stimulation, parce que cette chaleur va pousser le cœur à pouvoir augmenter la circulation du sang, et bien là, tu vas aussi augmenter ta capacité à tolérer le gaz carbonique, et tu vas avoir une augmentation de ton cardio. Parce que le cardio, il va... On va essayer. Voilà. On va s'alimenter de manière positive. Exactement. En fait. Donc, sans trop faire d'efforts, en fait, tu peux avoir comme ça des petites routines qui te permettent de t'entretenir physiquement et tenir, soit pour une activité sportive ou de danse, soit même pour tous les jours, pour être toujours en forme. La santé de manière générale. Exactement. Et je peux te garantir qu'avec ça, l'hiver passe, tu vois les gens tomber malades autour de toi, et toi, tout va bien. Tu peux avoir une petite crise, tu peux avoir un petit truc, ça va durer 3 jours. Et tout va bien. Pendant que il y en a qui restent 1 semaine, 2 semaines au lit. En tout cas, c'est convaincant. Ah, moi, c'est ma pratique depuis plusieurs années et je suis vraiment content des résultats. Est-ce que sur ces sujets-là, sur le sujet de la récupération, de la préparation physique, etc., il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu as envie de rajouter? Je pourrais rajouter plein de choses. Je pourrais rentrer même plus en détail sur les choses. Par exemple, par rapport à la respiration, je pourrais parler de la différence entre la respiration par la bouche et par le nez. Ça, c'est un truc qui est super important dans son bacan. En fait, on devrait même commencer par là. C'est respirer par le nez. La bouche ne devrait servir qu'à parler, comme on le fait là, ou à manger, pas respirer. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple comme ça. J'ai pas exactement les chiffres en tête, mais tu vois, par exemple, quand t'es à l'extérieur et qu'il fait 0 degré, tu respires par la bouche. Tu vois le circuit de la respiration. 0 degré à l'entrée de la bouche. Allez, on va dire 3 à 4 degrés au niveau de la gorge, 15 degrés au niveau des poumons. C'est 15 degrés, tes poumons doivent se débrouiller à recevoir de l'air à 15 degrés et ensuite prendre ça, que ça parte dans les alvéoles, ensuite transférer sur les globules rouges et tout ça là. Et en fait, tu vois, il y a déjà un problème de température, donc le corps va réchauffer cet air-là encore. Tu respires par le nez, le même air à 0 degré, ça arrive dans le nez, il y a un circuit de filtrage et tout ça là, et d'humidification de l'air qui fait que l'air arrive au bout là-bas. Je donne des chiffres, je suis pas trop sûr, il faut que je les revérifie, mais genre, tu passes de 0 à 15 degrés. Au bout là-bas, ensuite ça arrive dans la gorge à 20 degrés et ça arrive dans les poumons à 28 degrés. Et en fait, le corps a moins de travail à faire, il est plus efficace. Dans les cavités nasales, on a la production d'un gaz qu'ils ont découvert, qui a reçu un prix Nobel peut-être en 2000, je sais plus, qu'on appelle l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui est antibactérien, antiviral, que tu produis dans tes narines quand tu respires, qui se mélange à l'air et qui va dans les poumons. Et ce gaz a aussi des propriétés vasodilatateurs, c'est-à-dire que ça va rentrer dans les poumons, ça va détruire tous les bactéries et les virus qui sont passés dans l'air que tu as respiré, donc de la personne malade qui est à côté de toi, qui a éternué. Et ensuite, ça rentre dans les poumons, ça va faire de la vasodilatation des poumons pour que les poumons puissent s'ouvrir et récupérer un maximum de l'oxygène qui est transmis dans le sang et qui passe dans les vaisseaux et qui aussi se dilate pour pouvoir permettre un meilleur flux. Donc je peux te parler de ça aussi. Je peux te parler aussi de l'échange entre l'oxygène et le sang dans les globules rouges, dans les fonds des poumons. Parce que quand tu respires par le nez, tu as tendance à respirer plus et plus profondément dans les poumons. Quand tu fais par la bouche, tu verras que ça s'arrête quasiment à la mi-poumon. Par contre, quand tu respires par le nez, ça t'oblige à respirer beaucoup plus profondément. Et comme à cause de la gravité, le sang, il y a plus de sang qui circule en dessous, à la base des poumons. Donc du coup, c'est là où il y aura plus d'échanges avec l'oxygène. Donc ça, c'est aussi un avantage d'inspirer par le nez. J'ai parlé de aussi de l'alimentation, de comment optimiser l'alimentation par rapport au sport, par rapport à la danse et tout ça. Ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de petites choses ou de grandes choses, mais en tout cas, il y a plein de petites habitudes qui, intégrées à une routine quotidienne, sont possibles et peuvent vraiment implémenter un changement très positif pour la santé en général. Exactement. Et être au service des performances sportives et plus spécifiquement de la danse. Ouais, parce que, comme on dit, une personne en bonne santé a plein de projets. Une personne en mauvaise santé n'a qu'un seul projet, sa santé. J'ai une dernière question pour toi, Jonas. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris par la salsa dont tu te sers dans ta vie plus générale, au quotidien? La salsa a pris donc déjà beaucoup de place dans ma vie, depuis plus de 20 ans. Et je pense que ça a changé la trajectoire de ma vie. Si je n'avais pas découvert, je pense que je serais en train de faire d'autres choses, je sais pas. Mais ça changerait beaucoup de choses. J'ai appris le monde de l'artistique.
parce que j'ai fait plein de choses grâce à ça, dans le côté artistique, dans le côté scénique. J'ai vraiment appris beaucoup de choses grâce à la salsa. J'ai beaucoup voyagé. C'est impressionnant le nombre de villes, de villages en France et à l'étranger que j'ai visité. J'ai rencontré plein de monde. Je peux pas compter le nombre de personnes. Il y a plein de gens encore qui me disent bonjour, qui m'appellent par mon prénom, mais je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas si je les ai vraiment connus ou pas. Il y a toujours ce petit doute-là qui arrive au moment où je dis, est-ce qu'on a été amis au point où ce serait grave que je ne connaisse pas ton prénom? Il y a toujours ce doute-là, tu vois. Ça m'a permis de m'ouvrir au monde, de rencontrer plein de monde, et ça m'a permis aussi d'expérimenter une forme je sais pas, de créativité instantanée par rapport au social. Tu vois, moi j'adore le social et j'aime bien ce côté où tu entames une danse. C'est comme si tu proposais un voyage avec quelqu'un et puis tu rentres dans un univers et en fonction de comment la personne répond à ta proposition, comment elle réagit à mes impulsions, à mon guidage, on va construire un truc. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est jamais la même danse, quoi. Permis de construire ce truc-là que vraiment j'adore, quoi. Et que je retrouve systématiquement à chaque fois que j'arrête de danser, que je reprends. Merci Venance. Merci Manon, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses. Oui. C'était hyper intéressant, merci beaucoup. Merci à toi pour cette opportunité d'exprimer ces choses-là, qui sont pas très courantes, mais qui me paraissent vraiment importantes. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Moi c'est Manon et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Nous discuterons ensemble de toute la dynamique autour des ateliers chorégraphiques. En attendant, n'hésite pas à soutenir le podcast, partage l'épisode autour de toi ou laisse un commentaire, ça aide énormément. Et si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt!